Moi, ce qui me plaît, c'est que je trouve que ça n'est toujours pas démodé. Je trouve ça assez formidable. Voilà, on sent qu'il y a une grande liberté, on sent que c'est un homme qui a dû beaucoup s'amuser. Cet automne, la Cinémathèque française présente l'exposition Cinémode, une sélection de costumes de cinéma par le créateur de mode Jean-Paul Gaultier. Des créations qui lui ont donné envie de devenir couturier, qui ont inspiré certaines de ses collections. Profession costumière zoome sur certaines de ses pièces pour les analyser avec des créatrices de costumes, comprendre ce qui les rend aujourd'hui encore inspirantes et d'actualité. Je suis Céleste Durand et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Anne Schott, qui était également mon invitée pour le 2e épisode du podcast, c'était en septembre 2019. La créatrice est la fidèle collaboratrice de Cédric Clapiche depuis l'Auberge espagnole. On lui doit également les costumes de Prête-moi ta main, Le Prénom, 10%, saison 1 et 3 pour ne citer que. Pour cette interview, Anne, tu as choisi de nous parler de costumes de la sélection de Jean-Paul Gaultier et je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup Céleste. Très contente de te retrouver. Que moi aussi. Tout à fait. Alors tu as choisi 2 costumes dans la sélection de Jean-Paul Gaultier pour cette exposition Cinémode. Un premier qui est signé Edith Head, dont on avait justement parlé déjà lors de notre première interview, qui est porté par Grace Kelly dans Fenêtre sur cour en 1954. Et un second costume signé Ori Kelly qui est porté par Marilyn Monroe dans Certains l'aiment chaud en 1959. Donc je te propose de faire dans l'ordre chronologique et de commencer par parler de Fenêtre sur cour. Donc c'est un costume, je le disais, qui est porté par Grace Kelly. C'est l'actrice que Edith Head a le plus aimé habiller et que Hitchcock aimait aussi beaucoup filmer. Il était très mécontent quand elle est partie devenir princesse. Et ce film, Fenêtre sur cour, donc, est sorti en 1954. Est-ce que tu peux commencer par nous décrire cette tenue ? Ce qu'il y a de quand même très beau, c'est le mélange de matières. Moi, c'est ça qui me... c'est-à-dire cette espèce de... Je pense que c'est une mousseline de soie sur les épaules et le reste de la robe doit être en soie aussi, mais une soie évidemment couvrante. Voilà, ce que je trouve très beau, c'est en fait, c'est... On va pas dire sexy, mais c'est tout de même un peu osé. Ça dévoile sans dévoiler. Voilà. Oui, un jeu de transparence. Voilà. Et c'est vrai que la collaboration d'Hitchcock et d'Edith Head était quand même partait très souvent de ce principe-là. Très souvent, voilà. Moi, je pense qu'Hitchcock était quelqu'un qui fantasmait énormément les femmes. Oui. Ça, c'est... on en est à peu près sûr. Mais il a su, avec la complicité de cette fameuse créatrice de costumes, ils ont quand même inventé, je trouve, un style. Voilà. Parce que c'est du glamour, mais c'est du glamour élégant. Et voilà, ce jeu de transparence, la couleur est très belle. Pour moi, c'est un bleu nuit. Mais je n'ai pas le film en tête. Mais je pense que je pense pas que ce soit du noir. Je pense que c'est un bleu nuit. Et voilà, c'est chiquissime. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a encore la refaire maintenant. Tout à fait. C'était une question justement que je voulais te poser. Est-ce que pour toi c'est un costume qui est toujours d'actualité ? Pour moi c'est un costume qui est toujours d'actualité, une fois de plus, par ce jeu de transparence. Voilà. Ça peut toujours se faire. Les grandes maisons le font, les Dior, bien sûr, Jean-Paul Gaultier l'a fait avec ses t-shirts. Genre tatouage et tout ça. Voilà, même en haute couture, il s'en est inspiré. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il a choisi ce costume sur ce jeu de transparence. Oui, je pense. Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que dans le film, donc Grace Kelly, elle joue une jeune femme de très bon milieu, qui est mannequin mais qui est beaucoup plus riche que son compagnon James Stewart, qui lui reproche beaucoup ce décalage de milieu. Et souvent, en fait, j'ai un autre costume en tête où elle a un costume vert avec une veste et une jupe. Et en fait, quand elle enlève la veste, elle a un haut en soie aussi, je pense, crème, qui est complètement dos nu. Et donc c'est pareil, t'as un jeu entre quelque chose qui est très strict d'apparence et puis tout d'un coup il y a un détail beaucoup plus glamour. Voilà. Et ça c'est une vraie réussite, c'est une collaboration vraiment très réussie entre Hitchcock et Edith Head. Alors après, évidemment, il y a le support de l'actrice, Grace Kelly. Oui, c'est un beau trio. C'est quand même un beau trio, voilà. Mais c'est pas pour rien, je pense qu'elle adorait l'habiller, c'est que pour porter ses créations, c'est quand même quelque chose à voir, Grace Kelly. Elle avait beaucoup d'élégance, une élégance naturelle.
Voilà. Après, on peut noter aussi que ce qui est important aussi là-dedans, c'est aussi la coiffure. Voilà, c'est tout un travail finalement. C'est pas que la robe. Je pense que Edith Head se mêlait aussi de la coiffure et du maquillage. Oui, les deux se répondent, c'est vrai. Les deux se répondent. Et d'ailleurs, le comme bas le de la fameux chignon tenue, banane de Tippi Hedren dans Tout à Les fait. Oiseaux, ça fait partie du costume. Hein. C'est vrai. Le tailleur avec le chignon banane, voilà. Complètement. Et qu'est-ce que ça a été repris, ça. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vraiment iconique. Iconique, hein. Et quand même aujourd'hui, on peut rencontrer un réalisateur qui va vous dire j'aimerais qu'elle ait un look à la Hitchcock. Enfin, en fait, c'est un look à la Edith Head. C'est un look à la Edith Head, hein. Voilà. Et là, c'est là où on dit que la création de costume, elle est puissante, quoi. Quand il y a une collaboration comme ça avec la mise en scène, c'est là où c'est très intéressant. Voilà. Et c'est vrai que je reviens sur la coiffure dont tu parlais, mais c'est intéressant parce que le bas de la tenue, c'est un plissé qui a l'air d'être un peu un plissé soleil, et elle a les cheveux ondulés qui répondent vraiment. Enfin, il y a quelque chose de très géométrique. Moi, je pense qu'il y a eu un travail en collaboration coiffure-costume, c'est certain. Et d'ailleurs, le costume que j'évoquais vert avec le haut blanc, pour le coup, elle a un chignon banane un peu plus type Hedren, donc qui dégage complètement le dos. Tout est travaillé, la nuque, la grâce qu'elle pouvait avoir dans son port de tête. Enfin voilà. Bien sûr. Rien n'est laissé au hasard. Hein. Et est-ce que justement, toi, dans ces matières, dans ces associations, il y a des choses qui peut-être t'ont inspiré dans certaines de tes créations à toi, qui pourraient t'inspirer je ne sais pas ça. Parce ça évolue beaucoup les tissus aujourd'hui et tout ça. Non, je dirais, c'est pas tant les tissus, c'est peut-être certaines formes. Oui. Qui pourraient m'inspirer, c'est-à-dire la fluidité de certaines robes, contrairement à ce qu'on va voir après sur Marilyn, qui est ce qu'on appelle une robe fourreau, donc tout à fait près du corps. Je veux dire, non, c'est plus une histoire de silhouette qui pourrait m'inspirer. Voilà, c'est plus ça. Sur le côté longiligne. Voilà, longiligne, du mouvement en bas, ce qui permet de tourner et d'avoir un mouvement de tissu, donc forcément de la légèreté dans le tissu, voilà. Mais de toute façon, un tissu, on le choisit en fonction de la forme qu'on veut donner, à la création qu'on fait. Oui, la forme vient d'abord et le tissu ensuite. Absolument. Et le tissu vient après. Ça t'arrive pas parfois d'avoir une envie d'un tissu qui va guider la forme? C'est plutôt dans l'autre sens? Non, c'est dans l'autre sens. Non, ce qui peut guider le choix d'un tissu, c'est la couleur. Oui. Ça, oui. Mais non, on part d'abord de la forme, de la silhouette. La silhouette, et c'est après qu'on trouve le tissu. Oui. Mais voilà, le tissu pour la couleur, ça peut. D'accord. Oui. Et je te propose de parler alors un peu plus d'Edith Head, donc qui a créé ce costume. C'est vraiment une des grandes figures du costume hollywoodien. C'est d'ailleurs une des seules créatrices de costumes qui était vraiment star. Et à son époque, elle a fait beaucoup de télé, de radio. Elle conseillait les femmes d'Amérique sur leur look. Et je crois, Céleste, si je ne me trompe pas, je crois qu'au départ, elle était ce qu'on appelle styliste de mode. Je crois qu'elle travaillait pour un magazine. Ah oui, c'est possible. Alors, il me semble. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, elle était quand même assez pointue sur justement la mode. Oui. Et ce qui est quand même toujours assez intéressant. De piocher aussi dans ce qui peut se faire chez les créateurs de mode et adapter ça au cinéma, etc. etc. Oui, et j'ai lu d'ailleurs par contre qu'elle avait eu un petit loupé, mais ça arrive à tout le monde, parce que oui, je recommande d'ailleurs, j'ai lu une super biographie d'elle qui est signée Jay Jorgensen, si certains ont envie de la lire, qui s'appelle Edith Head tout simplement, et dans lequel il raconte que quand c'est formidable, et quand le New Look est arrivé, donc ce fameux costume tailleur bar de Dior, je crois que c'était en 47, juste après la guerre, ça a été un raz-de-marée en fait dans la mode et dans les costumes. Et en fait justement Edith Head à l'époque avait dit c'est juste une mode, ça va pas durer, et donc n'avait pas conseillé de remodeler un peu les costumes dans cet esprit. Et puis finalement, mais bon, on peut pas avoir raison à chaque fois. Non. Et donc finalement tous les stocks de costumes de tailleurs et tout ont été un peu redécoupés pour faire des jupes plus évasées, des tailles plus ajustées, des tailles plus fines. donc c'est fou, oui, l'impact qu'avait eu. Mais oui.
Ben oui, bien sûr. Qui avait eu ce costume à l'époque. Ben oui, bien sûr. Et alors pour la resituer un peu pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas très bien, Edith Head, c'est une créatrice qui a commencé sa carrière dans les années 20 et elle a travaillé vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Son dernier crédit date de 1982, donc c'est vraiment une carrière sur plus de 60 ans. D'ailleurs c'est drôle parce que le titre du film c'était Les cadavres ne portent pas de costume, son dernier film. Tiens. Voilà. Et elle a reçu 8 Oscars. Comme je disais, c'était vraiment une célébrité de son vivant. Dans les films vraiment cultes pour lesquels elle a signé des costumes, il y a notamment, mais il y en a tellement, Vacances romaines, All About Eve de Mankiewicz, Vertigo, beaucoup de films d'Hitchcock, dont Vertigo, dont Fenêtre sur cour dont on vient de parler, Les oiseaux. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le travail d'Edith Head ? Mais moi, ce qui me plaît, c'est que je trouve que ça n'est toujours pas démodé. C'est-à-dire que même, parce qu'on parle d'époque tout de même, oui. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours d'actualité ce qu'elle a pu faire. Je maintiens ce que j'ai toujours dit, les petits tailleurs qu'elle a pu dessiner, tout d'un coup un petit manteau, voire un trench, c'est toujours d'actualité. Les robes glamour, si on veut une robe glamour, elles sont toujours... c'est vrai. Toujours, voilà. Elle a fait des robes bustier aussi. J'ai pas parlé de Une place au soleil avec Elizabeth Taylor, qui avait été un raz-de-marée, cette robe de débutante bustier, et elle a été copiée après partout. Tout le monde voulait cette robe. Le petit pantalon corsaire, elle a... Voilà, ça se regarde toujours, c'est ça que je veux dire. Et dans les couleurs, et dans les formes, et puis voilà. Et puis surtout, elle sert la mise en scène, comme je dis. Oui. Voilà. C'est-à-dire que ces costumes ne sont pas juste des costumes, c'est ce costume-là, cette silhouette-là, pour amener et que ça serve à la scène qui va être jouée. Oui, c'est pas du tout gratuit, ça a beau être magnifique. C'est pas magnifique pour l'être et en sortant de la narration. C'est pas du tout gratuit. Du tout. Et c'est en ça que c'est une grande. Ils sont pas nombreux, comme ça. Et quand on dit le style, une fois de plus... Hitchcockien, c'est le style Edith Head. Et puis elle avait une façon de faire des choses aussi, finalement, alors je peux pas dire dans quel film parce que je l'ai pas en tête, mais de faire aussi du féminin masculin. Voilà, elle n'était pas que dans la jolie robe très féminine et tout ça. Elle a pu aussi jouer un peu sur ces codes-là. C'est les petits corsaires, voilà. Les chemisiers sont souvent des chemisiers comme des chemisiers d'hommes finalement. Donc elle a navigué aussi avec ça, quoi. Et est-ce que justement tu as des costumes préférés d'Edith Head, des films, des collaborations avec Hitchcock que tu préfères Sincèrement, pour moi c'est les tailleurs. Voilà, parce que quand on regarde bien, d'abord il y a plusieurs tailleurs de coupes différentes et ils sont impeccables, il y a rien à dire. Oui, pour moi c'est les tailleurs, parce qu'elle a réussi à quand même à chaque fois trouver, et surtout sur les vestes, tout ça, des montages de différents, des cols différents, des couleurs différentes. Oui, à se renouveler toujours sur un exercice qui peut être un peu ennuyeux, un tailleur, entre guillemets, qui peut être quand même super ennuyeux. Non. Donc, mais je trouve qu'elle a été très forte pour ça. C'est intéressant. Mais oui. Et d'ailleurs aujourd'hui, très compliqué un tailleur. D'abord plus personne n'en met, etc. Bon d'accord, mais ça va revenir parce que c'est comme le trench, c'est comme tout, ça revient, voilà. Mais au fond, je ne sais pas qui je pourrais citer en créateur de mode aujourd'hui. Surtout que c'est vrai que les tailleurs pour femmes, on en voit vraiment très peu maintenant. Et très peu. C'est une chose qui s'est perdue, mais qui reviendra, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. En tout cas, en France, c'est un peu perdu, mais par exemple à New York et tout ça, il y a encore pas mal de femmes qui puis sont, c'est lié à certaines professions aussi. Et tout ça. Voilà. Oui, ça reste une sorte d'uniforme. Ça reste un uniforme. Et donc, voilà, Edith Head, elle a réussi à le décliner quand même dans des couleurs, des machins, des formes, des tissus et tout ça qui sont, différents. Mais voilà, ça serait plutôt
Plutôt c'est ailleurs. Oui. Et alors Edith Head a collaboré sur 11 films avec Alfred Hitchcock entre 1954 et 1976. J'en cite quelques-uns, mais il y a donc Fenêtre sur cour dont on a parlé, La main au collet, Les oiseaux, Pas de printemps pour Marnie, Les enchaînés. Et cette relation à long terme, ça m'a évoqué la tienne avec Cédric Clapiche que tu accompagnes depuis de nombreux films. Et je me demandais voilà, quels avantages tu vois justement à une si belle collaboration comme ça sur le long terme au fil des films, des projets. Mais c'est qu'on on gagne beaucoup de temps finalement. Et Cédric et moi on est de la même génération et on a pour principe d'évoluer avec notre temps. Oui. Voilà. Donc d'observer la rue, d'observer. Il y a toujours un peu de documentaire dans les films de Cédric. Et du coup, moi, je travaille aussi pas mal comme ça. J'observe beaucoup. Je m'inspire quand même de ce que je peux voir dans la rue, les tendances du moment, etc. Et puis alors après, voilà, on les remanie en fonction du rôle, des acteurs, du sujet du film, bien évidemment. Hein, voilà. Mais c'est une... Non, on s'entend. Oui, c'est une bonne collaboration. Tu sais combien de films vous avez fait ensemble ? J'ai envie de dire une douzaine. Ouais, c'est impressionnant. Je crois que c'est ça. Bon, bah, vous êtes au même niveau à peu près que Alfred Hitchcock et Edith Head. Et ce qu'on aime beaucoup, Cédric et moi, c'est aussi de se dire, dans 20 ans, quand on reverra le film, il sera quand même il aura, on dira que c'est un film d'époque, entre guillemets, mais ça restera quand même toujours regardable. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça s'appelle l'intemporalité, etc. C'est pas le cas pour tous les films. Et c'est pas le cas pour tous les films, voilà. Bien sûr, on voit qu'ils datent d'une certaine époque, mais il y en a qui sont formidables à revoir, comme ceux d'Hitchcock dont on parlait, et il y a d'autres qui sont un peu ridicules. Oui, exactement. Donc, voilà. Faut penser de toute façon qu'un costume de cinéma, c'est avant tout... je le redis, mais c'est servir la mise en scène. Oui, bien sûr. Voilà. C'est servir un rôle, un personnage... voilà. Donc, on ne fait pas de la mode. Oui, on va en reparler d'ailleurs. Oui, c'est deux métiers qui sont... C'est deux métiers différents. Mais on peut s'en inspirer. Et d'un côté comme de l'autre. Exactement. On va en reparler parce que les deux univers s'inspirent quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges entre les deux. Absolument. Et ben, je te propose de parler du second costume. Donc c'est un costume de Certains l'aiment chaud qui a été créé par Ori Kelly. Le film est sorti en 59. Alors c'est rigolo parce qu'on avance dans le temps et en même temps l'intrigue du film est située en 29, en pleine prohibition, et c'est une comédie qui est filmée en noir et blanc. Donc c'est un film de Billy Wilder avec Marilyn Monroe dans un de ses rôles vraiment cultes. Ori Kelly, c'était un créateur de costumes australien, mais qui a fait toute sa carrière à Hollywood, qui était vraiment réputé pour son audace, à la fois dans sa façon de s'exprimer et puis dans les costumes qu'il a pu créer. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait écrit une autobiographie qui s'appelait Women I've Undressed, les femmes que j'ai déshabillées, mais qui n'est jamais sortie. Voilà, pour la petite histoire, mais où apparemment en fait il parlait moins des women que des men, et puis il n'y avait pas assez de scandales dans le livre, donc personne n'a voulu l'éditer, mais c'est dommage parce que ça doit être passionnant de lire ses mémoires. Et d'ailleurs, à propos de scandale, je lisais que les costumes de Certains l'aiment chaud, qui sont quand même assez osés, on va parler de la robe dont on parle. Déjà, dans la mise en scène, il y a eu en fait des choix de pas filmer par exemple certains dos de Marilyn qui étaient... Alors là, on voit bien ce dos qui est très plongeant, ce décolleté dans le dos, mais il y en a qui n'ont pas été filmés parce qu'ils n'ont pas osé, et le film a été censuré, interdit d'exploitation au Kansas à cause des costumes. Voilà. Je suis pas étonnée. Oui, moi non plus. Après, c'est pas que les costumes. Non, il y a pas. C'est aussi, voilà, c'est le sujet du film. Voilà. C'est-à-dire qu'elle était tellement sexy, tellement sexuée, j'ai même envie de dire. Que de toute façon, même avec un petit pull et un pantalon, elle aurait été sexy, je veux dire. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, mais les deux mariés. Mais voilà, mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire, d'aller au bout de ça, c'est-à-dire de se dire, j'ai une Marilyn Monroe habillée, elle est quand même, ça envoie. Et ben, je vais pas planquer ça. Au contraire, je vais accentuer. Et alors c'est justement, ça qui est intéressant. c'est vrai.
Est-ce que tu peux nous décrire Oui. ce costume que Jean-Paul Gaultier a choisi pour l'exposition et que tu as choisi aussi toi dans ta sélection? Eh bien voilà, alors toujours, on parle bien sûr de transparence, comme sur Grace Kelly. Voilà, bon, c'était une chose qui se faisait aussi dans ces années-là, mais tout le haut est un peu transparent. La broderie monte jusqu'en haut des seins, juste pour les cacher, mais de façon quand même assez subtile. Oui. Et assez suggestive. Voilà, oui. Voilà. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que la robe a été en essayage final cousue sur elle. Ça j'en suis sûre. Ce qui avait été le cas pour la robe qu'elle avait portée pour l'anniversaire de Kennedy, le fameux Happy Birthday Mr. President, où la robe avait été cousue sur elle. Et là, je pense que c'est exactement la même chose. Je pense que, voilà, tout a été... oui, tu disais, c'est une robe fourreau, on est sur une coupe très différente de celle qu'on évoquait avant. De celle de Grace Kelly. Alors ça, voilà, c'est ce qu'on appelle la robe sexy par excellence, puisqu'elle souligne toutes les lignes du corps. Je mettrai des photos sur le compte Instagram des deux costumes, bien sûr, qu'on puisse les voir. Et le dos est très... le décolleté du dos est très plongeant en plus. Très plongeant, oui. Et c'est accompagné d'une très jolie fourrure blanche. Évidemment. Bon, ça, c'était très d'époque et tout ça, mais après, c'est aussi pour qu'il y ait un jeu, certainement, avec cette fourrure, voilà, une fois de plus. Et ça lui permet de cacher un peu. Voilà, de cacher un peu, voilà. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que la première scène, en fait, on voit le film après la première moitié du film quand même, et on la voit d'abord quand elle chante sur scène dans un petit hôtel où le groupe dont elle fait partie se représente. Et il y a tout un jeu très intéressant, je trouve, de lumière, justement, parce que le projecteur est braqué sur elle et la lumière s'arrête à peu près sous le cou, donc justement on ne voit pas sa poitrine qui est très dévoilée par la robe, et le projecteur va monter, descendre et vraiment jouer avec. C'est vraiment intéressant. Et puis après, la deuxième partie, c'est quand elle va sur le bateau avec celui qu'elle pense être millionnaire, mais qui en fait est aussi le musicien du groupe. C'est ça. Et là, voilà, il y a un jeu de lumière qui est très différent, qui est plus classique, mais la première scène avec la robe, c'est vraiment, elle est vraiment mise en scène, cette robe. Et puis je pense que c'était fait pour le coup. Toutes ces brillances, ça a été pensé pour ce moment-là, que justement la lumière puisse scintiller. Du coup, c'est un appui pour la robe a été un appui pour la lumière, je pense. Oui, je pense qu'il y a eu vraiment une collaboration très étroite pour ça. Avec le chef opérateur. Sûr. Oui, ça c'est certain. C'est impressionnant. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce costume-là ? Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est la couleur. Je trouve que c'est très beau de justement avoir fait une non-couleur. Parce que cette robe en couleur, ou rouge, ou je sais pas, je dis nain, eh bien, elle serait tombée dans la vulgarité. Et en fait, elle est dans la tonalité des cheveux de Marilyn, de la peau, elle est sans couleur. Oui, c'est vrai qu'elle est c'est ça qui est chère, très pur. C'est ça qui est très beau. Elle est chère, elle est dorée, en tout cas... C'est vrai. Sans couleur. C'est vrai. Et elle n'est pas noire non plus. Voilà. Contrairement à, je pense, après le film est en noir et blanc et j'ai pas vu en couleur, mais elle a une autre robe très transparente à la fin du film où elle chante I'm Through With Love et qui en tout cas est beaucoup plus sombre. Alors est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est d'une autre couleur, je ne sais pas. Ça je ne sais pas parce que là je ne sais pas au niveau de la technique comment ça travaillait le noir et blanc. Et justement je me demande est-ce que cette couleur crème peut-être a été aussi choisie pour son rendu à l'image en noir et blanc. Je pense pour que justement le costume fasse totalement partie de son corps. Je suis à peu près sûre de ça, qu'il n'y ait pas de contraste, que ce soit pas... Et la robe qu'on voit en premier, que ce soit une créature. Mais c'est vrai que c'est incroyable ce rendu. Et oui. Et est-ce que là aussi tu vois peut-être une part d'intemporalité ou des choses qui sont restées dans ce costume ou peut-être moins justement? Moi je pense que si, parce que regardez, si on pense à quelque chose, si on pense à Charlize Theron dans la pub Dior, c'est vrai. Eh bien il y a quelque chose de similaire. C'est vrai. Voilà. Dans le côté doré, dans
Oui, l'esprit fourreau. C'est l'esprit fourreau, une espèce de transparence, voilà. On peut dire que... C'est vrai. Et ce jeu de transparence dont tu parlais aussi, c'est vrai qu'on continue à le voir beaucoup. Et peut-être souvent moins audacieux, presque. Elle est très audacieuse, cette robe, quand même. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il s'est pas limité, elle est à la fois courte, elle révèle beaucoup la poitrine, le dos est très... Alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a plutôt des règles, en tout cas dans la mode, de si on a un dos décolleté, alors le devant est plutôt sage ou vice versa. Là il s'est tout permis en simultané. Tout permis. Mais voilà, je trouve que ça reste... Non, ça reste intemporel, hein. Même dans la coupe et tout ça. Voilà, la petite manche. Enfin, voilà. En tout cas, la robe de Charlize Theron dans. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Je pense que c'est un petit clin d'œil tout de même. C'est possible. En plus, c'était justement Dior, je crois, qui avait fait une campagne avec Charlize Theron où elle croisait, je sais pas si tu te souviens de cette absolument. Tout plein d'icônes de cinéma, dont Marilyn Monroe. Ouais. Donc ça n'est tu as raison. Je pense que. Pas un hasard. Je pense que ça n'est pas un hasard. C'est vrai. Et est-ce que dans cette création-là, dans les textures, la coupe, il y a des choses qui t'ont peut-être inspiré toi dans tes propres créations ? Peut-être. Oh, mais ça remonte à très longtemps. Est-ce que c'était au théâtre ou... en tout cas, la forme, oui. Ça, la forme, oui. Je crois que c'était un film avec Nathalie Baye, mais c'est une forme que j'avais reprise pour du contemporain. D'accord. Mais parce que je trouve que c'est une forme, une coupe complètement intemporelle et toujours assez saillante. Voilà. C'est vrai. Donc, je dirais que la coupe m'a inspirée pour du contemporain. Et ça pourrait toujours être le cas, d'ailleurs. Je trouve que c'est très très beau, ces robes comme ça, ras de cou, manches... c'est vrai. Manches... dévoilant les bras et près du corps, je trouve que c'est quand même très beau et très chic. Aussi, c'est vrai. Je te propose donc de discuter un petit peu maintenant du créateur Ori Kelly. Je me suis replongée un peu dans les grandes lignes de sa vie qui étaient vraiment hautes en couleurs. Alors c'est pareil, je conseille un autre livre qui est aussi signé Jay Jorgensen avec un Donald L. Scoggins, et c'est un livre qui s'appelle Creating the Illusion, et c'est formidable en fait quand on s'intéresse aux costumes parce que c'est des petits portraits, alors c'est 10 pages à chaque fois, de créateurs de costumes depuis vraiment les débuts d'Hollywood, enfin en tout cas les débuts du costume à Hollywood jusqu'aux années 70-80. Donc c'est pas hyper... par exemple, on retrouve Edith Head, mais en 10 pages versus la biographie que je conseillais tout à l'heure. Mais ça nous permet de découvrir plein d'histoires incroyables de créateurs de costumes. Alors, Ori Kelly, donc si on retient un peu l'essentiel de sa vie, donc il est australien, mais il a travaillé à Londres puis à New York dans les années 20. Et en fait, il créait des décors au début, ce qui arrivait souvent. Et puis, il a été repéré plutôt pour son talent de créateur de costumes. Et sur la scène, notamment, il a costumé une jeune Katharine Hepburn. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'en fait il était en colocation dans le Greenwich Village avec un acteur qui galérait un petit peu, qui s'appelait Archie Leach, mais qui est devenu Cary Grant. Et donc ils étaient en coloc ensemble dans les années 20 dans le Greenwich Village. Et puis au début des années 30, en fait Cary Grant a rencontré le succès à Hollywood, et c'est lui qui a fait embaucher son ami chez Warner, où il est resté très longtemps. Et puis ils ont travaillé ensemble sur un seul film en fait qui est Arsenic et Vieille Dentelle, que j'adore, qui est sorti en 1944. Et puis après ils se sont embrouillés, mais quand il est décédé, il faisait partie des personnes qui portaient son cercueil, donc il est quand même revenu à lui à la fin. Et puis alors il est célèbre, Ori Kelly, pour son travail notamment avec Bette Davis, qu'il a beaucoup habillé. Et puis il a signé les costumes de grands classiques comme Le Faucon Maltais et Casablanca, qui sont vraiment des films cultes, avec Humphrey Bogart tous les deux. Et après il a travaillé pour la Fox, et il a remporté 3 Oscars. Et il a notamment travaillé pour Un Américain à Paris, Les Girls, les 2 avec Gene Kelly, et puis le fameux Certains l'aiment chaud en 59. Et il est décédé assez jeune en 64, et il était en train de créer les costumes pour Kim Novak dans Embrasse-moi idiot. Un peu pour quelques mots sur Ori Kelly. Et c'est quand même élégant parce que son cercueil donc a été porté par George Cukor, Tony Curtis, Billy Wilder et Cary Grant. Il y a pire, hein. Il y a pire. Et donc je citais certains des films sur lesquels il a travaillé. Est-ce que il y a des choses qui te plaisent dans son travail, alors c'est pas du tout la même approche qu'une Edith Head. Non. C'est beaucoup plus enlevé, comme on dit, beaucoup plus marqué, beaucoup plus fou.
Oui. Hein, voilà. Mais après, voilà, chacun sa spécialité. Comme exactement. On dit. Mais dans ce côté un peu plus fou, un peu plus créatif, on va dire, je trouve ça assez formidable quand même. Voilà, on sent qu'il y a une grande liberté, on sent que c'est un homme qui a dû beaucoup s'amuser à faire des costumes, à habiller des hommes en femmes, quand même. Oui, c'est le concept de certains M show, en effet. Pour certains M show, quand même. Je pense que c'est une approche différente mais intéressante en tout cas de parler de ces deux créateurs de costumes là. Oui, c'est deux visions en effet. Je pense qu'on parlait différentes. De la simplicité du design d'Edith Head, une forme de discrétion qui n'est pas du tout l'apanage de. Encore que dans le Faucon Maltais, par exemple, c'est pas. Oui, non, c'est pas bien sûr. Et je disais même d'ailleurs que dans Casablanca, il avait fait réécrire un peu parce que dans le scénario, la première arrivée d'Ingrid Bergman, elle arrive dans le bar avec une incroyable robe, des bijoux fous et tout, et c'est lui qui avait dit attendez, ça n'a aucun sens, elle est traquée, elle fuit avec son mari résistant, ça n'a aucun sens qu'elle arrive habillée comme ça. Genre je pars au bal. C'est ça, donc il savait lui aussi quand même servir la mise en scène. Exactement. Pas que habiller des comédiens ou des comédiennes. C'est ça. Le support, la scène, ça va être ça. Donc on fait un costume en fonction de ça. Ben oui, voilà. Bon, ben ça... Et j'avais d'autres questions maintenant à te poser, 2 dernières questions. On a commencé à l'évoquer, mais donc cette exposition de la Cinémathèque française s'appelle Cinémode, et c'est vrai que ces 2 univers de la mode et du cinéma se parlent depuis toujours, s'inspirent. Il y a des films qui parlent de mode, il y a des défilés qui rendent hommage ou qui sont inspirés directement par des costumes de films, et je me demandais ce que tu pensais toi de la relation entre ces 2 univers, la mode et le cinéma. Mais moi je trouve que ça marche ça fonctionne très bien ensemble. Franchement, non, ça fonctionne bien. Il y a des films où il y a besoin de s'inspirer de ce que justement la mode fait. La mode s'inspire. Je sais qu'il y a beaucoup de stylistes, même des grands stylistes, de créateurs de mode, qui vont chercher des pièces anciennes, un peu vintage comme on dit. Même là, en ce moment, c'est très très la mode du 80-90. Ouais. On est à fond là-dedans. Je sais que certains créateurs de mode ont été à la recherche de pièces de ces années-là, dans des endroits vintage. Où ils ont fait des recherches pour copier un peu la forme, les épaules assez larges, qu'après forcément tu réduis un peu parce que c'est pas portable, mais bref, voilà. Donc les deux non, moi j'ai envie de dire les deux s'organisent très bien. Voilà. Très bien. C'est ça. Après, toujours pareil, tout dépend du sujet du film. Il faut pas faire non plus des films où les acteurs et les actrices sont habillés trop à la mode. Parce que ça marche pas et du coup ça donne on ne voit que ça. Voilà. Oui. Ça c'est le danger c'est le danger du costume de cinéma. Faut pas voir le costume avant l'acteur ou l'actrice. Faut que tout de suite on comprenne que ça match pour les bonnes mêmes raisons. Mais ça collabore très bien. Enfin oui, ça collabore très bien. Et ma dernière question, je le disais, j'ai eu le plaisir de t'interviewer une première fois en septembre 2019. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des projets sur lesquels tu as travaillé depuis, peut-être des projets sur lesquels tu vas travailler, si tu peux en parler. Alors j'ai fait bien sûr le dernier film enfin bien sûr, c'est bien prétentieux de dire ça. Mais... Non. En tout cas le dernier film de Cédric Clapiche, qui est un film sur le monde de la danse, classique et contemporaine. Et déjà j'ai vu le film, c'est absolument magnifique. Et au niveau du travail et tout ça, c'était formidable à faire au niveau des costumes, voilà. C'est particulier parce qu'un costume de danse, c'est un costume qui a besoin de... C'est un costume particulier, donc je me suis appuyée d'une création de costume qui avait déjà été faite, parce que autrement ça devient... C'est des années de préparation pour monter un ballet. Ouais. Mais j'ai fait quelques petites... ajustements à ma sauce et tout ça, et c'était super aussi de rencontrer le monde des danseurs, parce que je me suis rendu compte qu'ils s'habillaient, ils ont encore une autre manière de s'habiller que des gens, enfin ils ont leur style, ça m'a beaucoup amusée.
Et ce sont des gens qui s'habillent plutôt bien, dans le contemporain, hein, quand je vais dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce que c'est leur corps qui fait ça ? Parce qu'il y a une espèce de d'aisance naturelle, de port de tête, Mais j'ai remarqué que c'était des gens qui s'habillaient très bien. Et comment tu décrirais ce style ? Eh ben, ça mélange. Ils font un mélange de ce qui se fait maintenant, mais ils vont aussi dans les fripes. C'est toujours des vêtements assez confortables finalement. C'est toujours un peu loose, un peu. Oui, je pense qu'ils ont besoin aussi de confort, comme c'est un métier très physique. Comme c'est un métier très physique, voilà. Alors ça m'a beaucoup plu d'observer ça. Ah, c'est chouette. Oui, beaucoup. Voilà. J'ai hâte de le voir. Ouais. Il sortira l'année prochaine. Il sort en mars. En mars. Il sort en mars. Super. Oui. Mais il avait fait un documentaire passionnant sur Aurélie Dupont. Que j'avais adoré. Et donc quelques années plus tard, et là c'est une fiction. Et là c'est une fiction. Oui. C'est une fiction. Voilà. Super. Donc on parle d'une vraie. D'ailleurs c'est une vraie danseuse à l'opéra qu'il a pris comme comédienne. Il a préféré faire comme ça que une comédienne qui saurait à peu près danser. Ah, c'est chouette comme approche. Donc très bien, voilà. Hâte de découvrir ça. Oui, c'est super. Et tes costumes. C'est super. Non, j'étais très, très contente et très fière de participer à ce film. Voilà. Et puis j'ai fait alors voilà, ça c'était amusant, j'ai fait au théâtre 7 ans de réflexion. Voilà. Et ça c'était très amusant. Voilà. C'est chouette. C'est chouette. Et la pièce, tu me disais, a continué. Ah oui, la pièce, elle a eu du succès. Et ils ont fait une tournée et elle a même été achetée par, je crois, France 2 parce qu'à la fin au moment de la réouverture éventuelle des théâtres, ils ont choisi quelques pièces de théâtre pour une captation, comme on dit, et dont c'est en réflexion. Elle en fait partie. Voilà, et ça justement, la tournée, le fait que la pièce soit captée, est-ce que toi, en tant que créatrice des costumes, ça te fait... Par exemple, est-ce qu'une tournée, ça veut dire qu'il faut que tu fasses d'autres costumes ? Est-ce que la captation, ça change le rapport à la lumière ? Si on change de comédien sur une tournée, oui, il faut refaire les costumes. Ouais. Si le comédien ou la comédienne ont pris du poids, on refait des retouches. Mais en gros, quand ça ne change pas d'acteur, on garde les ça mêmes, reste... voilà. Oui. Et pour la captation... on garde les mêmes. Après, on sait que c'est filmé, donc peut-être on est plus vigilant sur des petites retouches à faire, mais ça ne change pas. Ça ne change pas le look de départ, comme on dit, du tout. Très bien. Et est-ce qu'il y a des projets qui t'attendent là Alors là, je vais faire la série de Cédric Clapiche qui va s'appeler Greek Salade et qui est en fait la suite de l'Auberge espagnole. Ah super, en série. Voilà. Ah, c'est trop chouette. Voilà, et on tourne en Grèce au mois de janvier et là je commence à préparer parce qu'il y a pas mal de monde et tout ça, et c'est en fait les enfants de c'est super. Romain, Wendy, Cécile de France, qu'on retrouve. Ah, voilà. C'est super. Ça doit être trop chouette pour toi de retrouver tout cet univers. Parce que ça a quand même 20 ans, l'auberge, donc je retrouve Romain, Cécile de France. Oui, parce qu'ils vont jouer aussi. Ils jouent les parents, voilà. Ah oui, tu dois être ravie de retrouver toute l'équipe. Oui, c'est très chouette. C'est amusant, et donc à la fois tu vas réhabiller, ça doit être intéressant comme problématique, comment ils s'habillent aujourd'hui, 20 ans plus tard. Et puis des enfants habillés c'est une page blanche là. Maintenant, c'est une page blanche. Et puis je fais aussi là un premier film de Virginie Sauveur sur un sujet totalement autre. C'est plutôt ecclésiastique, on va dire. D'accord. Voilà. Ah oui. C'est l'histoire d'un prêtre qui décède, et on découvre au moment de l'enterrement, de la mise en bière, que c'était une femme. Oh, d'accord. Voilà. Donc il y a toute une espèce de... Karine Viard interprète le rôle principal du film, et elle va en fait mener l'enquête. Elle veut absolument comprendre pourquoi... qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi... Et ça se passe aujourd'hui, l'intrigue ? Et ça se passe aujourd'hui. Ah oui, c'est d'après, je crois que c'est d'après une histoire réel. Vraie. Oui, une histoire c'est vraie. Fou. Ouais. Donc voilà, alors ça me plaît beaucoup, ça, de faire ça aussi. Oui, parce que c'est un univers totalement différent, un univers beaucoup plus austère, machin, mais bon,
Avec un vêtement qui est très codifié. Qui est très codifié, mais en même temps, voilà, les choses évoluent aussi quand même aujourd'hui, donc ça me plaît. Ah, c'est chouette. C'est un très beau sujet. Et Karine Viard, c'est une civile ou elle fait partie de... Oui, non, donc en genre, plus tu joues sur les deux tableaux. Secrétaire du diocèse, voilà. Donc je joue sur les deux tableaux et... donc voilà. Oh, hâte de voir ça, j'avais pas du tout entendu parler de cette histoire, voilà. C'est fou. Oui. Donc ça, voilà, c'est ce que je fais là, avant de commencer Clixad. Puis alors après, on verra. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et je fais une pièce de théâtre avec les auteurs du prénom. Ah oui, avec qui tu avais travaillé. Avec qui je travaille, voilà. Et là, en fait, c'est leur première mise en scène au théâtre d'un texte qu'ils ont écrit et super. Faire les costumes. Oui, parce qu'à l'époque du prénom pièce de théâtre, c'était pas eux qui mettaient en scène. C'était pas eux qui fait la mise en scène. Ah, donc voilà, c'est chouette de les retrouver. Parce que toi, au cinéma, tu as travaillé, tu avais fait les costumes du prénom. Le meilleur reste à venir. Et Un illustre inconnu. Un illustre inconnu, c'est avec Mathieu Kassovitz. Ouais. Oui, c'est fou pour les costumes. C'est aussi des gens avec qui je collabore, qui ont une forme de fidélité. C'est chouette, et puis au théâtre en plus, donc c'est une nouvelle aventure. Puis j'aime beaucoup faire les deux. Franchement, j'aime beaucoup mais faire du théâtre, du cinéma, mélanger. Je trouve que c'est vachement. C'est un exercice tout à fait différent, mais qui est chouette. Merci à Anne Schott d'être revenue au micro de Profession Costumière, nous parler de son amour pour le travail d'Edith Head, Dory Kelly et de ses nouveaux projets. Vous pouvez retrouver les costumes dont nous parlons sur Instagram, @professioncostumière. L'exposition Cinémode par Jean-Paul Gaultier vous attend jusqu'au 16 janvier à la Cinémathèque française. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. À bientôt pour un prochain épisode.